Bien, bonjour à tous, huitième édition de Livre en live. Notre invité aujourd'hui, Alexandre Jardin, pour son livre Française, publié chez Albin Michel. Alexandre Jardin, bonjour. Vous avez appelé à l'émeute juste avant ce rendez-vous. Donc, d'habitude, on dit aux auditeurs de poser des questions et on retranscrit leurs questions à la fin. Là, vous avez invité les auditeurs à poser toutes les questions qu'ils voulaient, sans filtre, les questions dérangeantes. Donc, vous êtes invité à réagir immédiatement aux propos d'Alexandre Jardin. Et pour une fois, on va mêler les questions des auditeurs à nos questions. Alexandre Jardin, alors vous parlez avec ce livre d'une nouvelle étape, d'une nouvelle ère d'écriture, hein, puisqu'apparemment, ça sera le premier volume d'une série. Vous savez déjà à peu près combien il y aura de volumes ou... Pardon, votre question a été coupée. Je suis dans un endroit où ça passe pas très bien. D'accord. Alors, ma première question, je la poserai après. Mais d'abord, Alexandre Jardin, je vais vous poser une première question. C'est comment allez-vous? Vous l'avez entendu? Furieusement bien. Furieusement bien. D'accord. Et comment s'est passé un petit peu le confinement pour vous Suractif. 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 Comme Est-ce Française était bloquée, j'ai commencé à écrire Française 2. Et D'accord. je suis au milieu de l'écriture de la suite de cette saga. Je trouvais hallucinant, quoi, d'écrire sur une fille qui n'a pas de surmoi, qui est la vitalité même, et de se retrouver avec un bouquin bloqué. Ça m'a semblé incroyable. Donc j'ai poursuivi la vie de Kelly, de mon héroïne, sur papier, et comme je ne supportais pas d'être bloqué, l'idée d'être confiné mais absolument insupportable. Donc je me suis précipité sur mon balcon et j'ai lancé toutes sortes de campagnes, d'abord pour faire marcher l'application qui s'appelle renfort-covid.fr pour envoyer des renforts dans les hôpitaux. J'ai monté tout un plan de com en Alors utilisant mon téléphone. C'était quelque chose que vous avez organisé avec les fameuses ARS, dont on Oui. parle en mal et peut-être à tort et à travers, mais en tout cas, vous leur avez donné votre soutien pour amener des renforts dans les hôpitaux dès le début du confinement, en fait. On était dans l'urgence. Et il y avait un énorme problème d'affectation des volontaires, des renforts. Et parce qu'on avait le système de la réserve citoyenne, mais sanitaire, mais c'était l'armée rouge avec des fiches en carton, hein, ça ne marchait pas. Donc, pour faire coller l'offre et la demande, il y a un type qui dirige l'ARS d'Île-de-France qui a eu l'idée de faire une appli de rencontre, renfort-covid.fr, mais il n'est pas attaché de presse, il connaissait personne dans les salles de rédaction. Donc j'ai utilisé mon téléphone et je me suis démerdé pour... Et on a trouvé 28 000 personnes pour nos hôpitaux. Ouais. Excellent. Puis je crois que vous avez fait fabriquer des masques aussi avec un certain nombre de personnes. Oui, comme tout le monde, j'ai bien vu que l'État bloquait, n'y arrivait pas. Donc à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste tous bloqués sur nos balcons ou est-ce qu'on les fabrique? Et donc on a lancé masquesolidaire.fr. Je me suis accoquiné avec une émission d'RTL le matin, où il y avait 3 millions de gens qui écoutaient Julien Courbet, et on a fait vider les placards des Françaises, on a récupéré 200 000 mètres de draps, et puis tout à coup il y a eu au final quasiment 35 000 couturières et couturiers, et puis au final on en revendique 1 million de masques, parce que c'est ceux qu'on a pu compter. Mais dans la réalité, on a eu de réponses que de 30% des couturières et couturiers. Donc 1 million, on peut imaginer qu'on est entre 2 et 3 millions. Je dis bien on, et ça a été un boulot collectif hallucinant, avec des gens qui normalement sont compétiteurs. On a embarqué la grande distribution, on a embarqué Intermarché, Carrefour, Monoprix. Et il fallait bosser avec les commerces qui étaient encore ouverts pour pouvoir distribuer. Et comme toujours, hein, quand on demande aux gens de faire leur part, ils le font. On reste un pays citoyen. Vous imaginez que si je vous pose cette question, Alexandre Jardin, c'est pas tout à fait innocent, puisqu'on vous connaît pour vos actions
citoyenne, civique, associative, avec les zèbres, avec votre association Lire et Faire Lire. Et on entend bien dans ce que vous dites l'idée d'action pragmatique. Mmh. Euh, de- euh, J'appelle ça des faiseux. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qu'on va déclarer, c'est ce qu'on va foutre. Est-ce que ça produit du résultat? Est-ce que ça fabrique des solutions pratiques pour régler les problèmes? Bon, lire et faire lire, on a un problème d'échec scolaire. Je dis bien on, nous, les adultes, en face de nos enfants, parce que ce sont nos enfants. Euh, et donc, on a mobilisé les retraités. Il y a aujourd'hui 20 000 retraités qui, dans les 100 départements français, vont faire lire toutes les semaines, sauf confinement évidemment, euh, 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 750 000 enfants. Mais ça, c'est une réponse simple, pratique. J'ai l'impression qu'on peut répondre à la crise politique par des actes très simples, fiables. Au moment où plus personne n'a confiance dans personne, il faut faire des choses mesurables. Ça sert à quoi? Ça règle quoi comme problème? Ça coûte quoi? Etc. Oui, il y a une phrase dans votre livre, je trouve, qui illustre un petit peu votre propos, puisqu'on va arriver quand même à votre roman. C'est une phrase qui dit être citoyen, ce n'est plus être seul. Oui, c'est pour ça que c'est jouissif. Je ne sais pas pourquoi on nous apprend à l'école que c'est un truc un peu vertueux. Pas du tout. C'est un truc de jouisseur, la citoyenneté. C'est cesser d'être seul. C'est quitter la folie de la solitude. Et d'ailleurs, je recommande à tous ceux qui veulent s'engager d'aller draguer dans les engagements. On rencontre des gens beaucoup plus intéressants, mais beaucoup plus. Des gens qui ont une conscience, des gens qui se posent des questions. Euh, mais simplement, tout ça, je n'ai quasiment jamais évoqué dans mes romans, puisque j'ai écrit des romans, soit qui étaient des romans d'amour ou des romans d'évasion, comme L'île des Gauchers, Les Coloriers. Des romans familiaux aussi. Oui, des romans familiaux. Mais c'est comme si j'ai été pendant des années quasiment schizophrène. C'est-à-dire que je menais une vie de citoyen et on n'en voyait pas la couleur dans ma littérature. Bah, vous avez écrit des essais quand même, Oui, de propositions. oui, oui, des essais, mais Ouais. pas du roman. Or, l'émotion, c'est beaucoup plus puissant que l'idée, Oui. beaucoup plus L'émotion, universel. l'émotion, on va y venir, mais en tout cas, vous dites que l'émotion est subversive. Ah, mais oui, parce qu'elle est beaucoup plus compliquée à contester. Euh, Si quelqu'un vous parle avec émotion de sa réalité et touche votre cœur, ou elle touche votre cœur, euh, alors que des théories, des arguments, des trucs, on peut toujours le réfuter. Tandis que la réalité émotionnelle d'un être humain, c'est compliqué à réfuter. Euh, Alors, c'est intéressant tout ce que vous dites et ça fera écho à la suite de la discussion, Alexandre Jardin. On va rentrer dans le vif du sujet, même si ces sujets ne sont pas complètement périphériques et j'avais envie de commencer un petit peu par ça, parce que finalement, j'aimerais bien qu'on commence à parler de votre héroïne, Kelly Franker, et avec elle, on ne peut pas dire qu'on ne vit pas d'émotions. Et je voulais vous demander, pour commencer une discussion sur elle, sa famille, sa manière d'être. Est-ce que si on cherchait une reproduction pour Marianne aujourd'hui, Kelly Franker pourrait être une belle représentation de Marianne. Elle aurait peut-être la poitrine à l'air et peut-être qu'elle montrait ses fesses si la nécessité l'y obligeait. Gaiement, gaiement, ce serait une Marianne vivante, mais vivante. Et, 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 et je ne sais pas pour quelle obscure raison, euh, les élites parisiennes auxquelles j'appartiens imaginent que les gens qui sont dans la merde sont sans vie. Je veux dire, le pays populaire, il est truffé d'initiatives, truffé de combats, truffé de solutions. Les gens s'engagent, se démerdent avec leur mairie, montent des assauts, enfin, je veux dire, la vitalité du territoire. En fait, plus l'être humain est dans la merde, plus Plus il a ces du millions retard. de Français qui sont des travailleurs et qui, aux yeux du gouvernement, semblent inclus puisqu'ils travaillent, qui en réalité n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est un phénomène absolument massif. Eh bien, tous ces gens sont obligés d'être vivants. Toutes ces femmes, Alors, surtout. vous, Même si elles n'y arrivent pas, bizarrement, les gamins bouffent.
Alors, je me suis un petit peu entretenu avec vous avant, et c'est intéressant, vous dites les femmes. Kelly Franker, est-ce que c'est un petit peu ben, l'expérience que vous avez traversée à travers ce monde associatif, peuplé de femmes, en fait, de femmes engagées? Et est-ce que Kelly Franker est un petit peu un agrégat Oui. de femmes engagées et radicalement engagées que vous avez rencontrées? Et de ce courage populaire, un engagé en France, c'est globalement une engagée. C'est c'est une, Quelqu'un qui fait, c'est en général, c'est une femme. c'est une emmerdeuse aussi. Dieu merci. Kelly fait partie de ce que j'appelle des femmes questions. Il y a les femmes réponses qui sont rassérénantes, qui sont apaisantes. Kelly, c'est tout l'inverse. Moi, dans ma vie, je vois bien que une femme n'est fondamentale dans ma vie que si sa façon d'être me pose des questions. Et Kelly n'arrête pas, forcément comme elle est excessive, comme elle n'a pas de surmoi, comme elle se permet quasiment tout. Lorsque quelqu'un lui dit quelque chose qui ne revient vraiment pas, elle gifle. Je veux dire, Alors ça, ouais, ça, c'est quelque chose d'étonnant dans votre livre, c'est qu'elle file des tartes, des paires de gifles. Elle a la gifle républicaine, en quelque sorte. mais oui, mais ça démarre, elle est dans une queue dans un supermarché et il y a quelqu'un qui se permet une remarque raciste absolument infâme. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou le sous-entendu pourri et on ne Ouais, sait ouais, pas trop ouais. quoi faire. Elle colle une tarte. Alors, elle hésite pas à gifler ses amants quand ils sont pas à la hauteur, parce que Oui. en même temps, Kelly Franker, hein, quand vous dites que c'est une expérience radicale, c'est une expérience radicale à tous les niveaux, puisque en même temps qu'elle cherche à vivre sa vie, donc elle est institutrice. Je précise à votre place, hein, quand même, mais institutrice. Non, non, elle est prof au collège, Voilà, vacataire. vacataire, hein, donc Oui, précaire en quelque sorte dans l'éducation oui. nationale. Et puis Très maltraitée. en quelque sorte. Et puis elle a décidé de vivre sa vie sexuelle pleinement, en tout cas, puisque sa devise n'est pas du tout l'eau tiède. Et vous dites que la vie n'est pas un concours de calme. Ça m'angoisse le concours de calme. Mais surtout, pour parler des milieux populaires, je voulais une héroïne euh, en sur-régime de vitalité. Donc je ne pouvais pas essayer d'écrire le roman vrai d'une société en passant sous silence la sexualité de cette femme. D'autant plus que ça a une signification politique. On voit bien que plus il y a eu une crise sociale qui a frappé les classes moyennes françaises, plus on a vu aussi cette surconsommation sexuelle à travers le phénomène des applis. C'est le plus grand antidépresseur gratuit. Quand on n'a plus rien pour consommer, il reste ça. Et donc Kelly, par moment, elle fait ce qu'il ne faut pas faire. Elle s'abîme, elle se perd. Mais elle retrouve sa vitalité. Et très souvent, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, une héroïne vivante, c'est une fille avec laquelle on n'est pas d'accord. Puisqu'elle me pose tout le temps des questions. Euh, et ce qui me réjouit en ce moment, c'est que je reçois énormément de messages de femmes qui se permettent, en lisant ce livre, Le, 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 d'être elles-mêmes. on a un bel exemple de cette femme qui s'était fait gifler dans la rue, qui a écrit un manuel à l'iconoclaste pour inviter les femmes à se défendre de ce genre de gestes. Alors, on l'a dit, hein, à travers ce que vous avez évoqué un petit peu, c'est un roman érotico-politique, comme le nomme Elle Magazine, qui fait votre éloge. Euh, alors, Kelly Franker, elle a aussi une famille. Elle a deux sœurs, Cerise et Cindy. Et Cerise, elle est addicte à autre chose que le sexe. Elle est addicte, pour vous, à quelque chose qui empêche un petit peu les gens dans notre société, finalement, d'y aller, quoi, de se confronter aux choses, d'en découdre. C'est le point de vue de sa sœur. C'est le point de vue de Kelly. C'est pas, Cerise, oui. je fais parler Kelly. C'est elle qui raconte le roman. Oui, oui, oui. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec Kelly. Hein. Oui, oui. Mais je trouve votre Vous point de vue, pouvez, je trouve le point de vue sur Cerise assez intéressant. mais on a bien vu que l'explosion du développement personnel et de tous ces manuels, il y a de tout. Il y a des choses absurdes et des choses formidables. Mais
l'explosion de tout ça, au fond, ça a été une manière aussi de supporter un capitalisme fou, qui n'est plus un capitalisme d'entrepreneur, euh, mais totalement financiarisé. Et ce qui rend fou aujourd'hui, lorsqu'il y a une fermeture d'usine, comme dans le roman, c'est que autrefois, lorsqu'une usine fermait, c'est qu'elle perdait de l'argent. Aujourd'hui, elle perd, elle ferme et elle jette dans la misère des gens parce que l'actionnaire, un fonds de pension lointain, pourrait gagner plus ailleurs en délocalisant. Je, Euh, je- je pensais que vous seriez un petit peu plus virulent sur les pratiques de cerises, mais alors faites attention parce que vous avez appelé les auditeurs à vous poser des questions dérangeantes. allons-y, Si vous allons-y. restez, si vous restez dans le milieu du guet, Alexandre Jardin, on va pas s'en sortir. Euh, Elle a une autre sœur, Kelly, c'est Cindy. Et Cindy, il y a quelque chose d'assez joli pour décrire sa beauté au début. Vous dites que c'est une femme fruit. Et puis, cette femme fruit, elle va se voiler. Elle fait partie de ces gens qui vont chercher leur absolu, là où ils peuvent le trouver, dans une société fracassée, dans une société difficile. Et elle va être tentée par l'islamisme. J'ai été très frappé de m'apercevoir que une grande partie des gens qui étaient partis, qui sont partis en Syrie, venaient de villages normands, venaient de la ruralité française. De banlieue Oui. lyonnaise aussi, ouais. Venaient de. euh, et je me souviens de l'interview d'un maire à la télé qui disait: mais pourtant, on a fait tout pour les jeunes. On a mis du ping-pong. Et le type ne voyait. Et du kayak. Le, le, le type ne voyait pas que pour des gens de 20 ans, c'est l'aspiration à l'absolu, à l'aventure d'exister, à la confrontation avec des questions radicales, c'est mieux que le ping-pong et que la virée chez Leclerc le samedi. Et donc, ces trois sœurs, dans le roman français, elles incarnent trois destins populaires, trois incompréhensions dans une société devenue aberrante. Mais ce que je voulais, c'était suivre ces filles, écrire un roman de filles. Il y a d'autres filles, hein. Il y a Leïla qui tient le Café Zèbre. Mais moi, j'ai une affection un petit peu particulière, même si c'est pas un personnage très important. Mais c'est pour la mère de ces trois sœurs. Elle s'appelle Laurette. Et Laurette, je la cite, c'est délicieux les cochonneries. Mais oui, parce qu'elle est à un moment, elle était à la fin de sa vie, elle est un peu gâteuse, et donc tout à coup, elle n'a plus de couvercle, elle n'a plus de surmoi. Et donc, elle se lâche, et elle se met à dire la vérité. La vérité sur son passé, la vérité sur le passé de leur famille. Et donc, elle est inconvenante. elle, est, elle est plus que dérangeante. J'adore leur mère. Euh, mais je voulais raconter des femmes de plusieurs générations. Alors, il y a des femmes, mais aussi il y a, on va dire, les amants de Kelly, hein, Francoeur, qui ont une importance. Il y a Didier Dulaz, et puis il y a Pierrot. Et en fait, c'est ces deux hommes, en quelque sorte, dans le roman. Et ils ont une importance parce qu'il y en a un qui est maire et médecin, et l'autre qui est, en quelque sorte, poète et débrouillard. Et tous les deux vont prendre la société de plein fouet aussi dans la figure. Oui. Euh, en fait, lorsqu'une société devient aberrante, d'abord, il est extrêmement compliqué d'aimer. Euh, Lorsque Kelly se retrouve dans la grande banlieue parisienne et qu'elle elle croise son homme 3 heures par nuit dans le même lit parce que l'organisation de la vie est compliquée, c'est très difficile de s'aimer. Euh, Aimer un homme qui est absolument surendetté, qui est donc en tension permanente, c'est extrêmement difficile. Euh, et moi qui ai écrit des romans d'amour, qui étaient souvent des romans d'amour idéal, comme Fanfan, L'île des gauchers, Mhm. ce sont des romans dans lesquels personne n'a de problème avec l'URSSAF. Personne, personne le zèbre ne se confronte pas avec l'aberration du système de Pôle emploi. Et je voulais que ces filles soient confrontées à des amours absolument incarnés dans la réalité sociale française. Je voulais que la France puisse se lire. Mhm. Or, se lire aujourd'hui, c'est lire un roman fou, totalement fou.
lorsque une des amies de Kelly décide d'être naturalisée, elle est infirmière en Bretagne, et la préfecture lui répond que elle est dans l'illégalité puisqu'elle fait trop d'heures sup. Et donc, on lui dit, vous êtes dans l'illégalité, donc vous ne pouvez pas devenir française. Ce sont des cas qui se répètent en ce moment. Nos infirmières viennent souvent de l'étranger, beaucoup veulent être naturalisées au bout d'un certain temps, et on leur dit que ça n'est pas possible parce qu'elles ont trop soigné. Je veux dire, on est dans un système d'hyper-administration, d'hyper-régulation, d'hyper-règles, où le sens se perd. Alors, Et elles sont confrontées à ça. on reviendra à l'idéalisme, Alexandre Jardin, parce que je pense que quelque part, à travers ce roman, vous revenez aussi à une forme d'idéalisme, par les sentiments, par l'amour, en quelque sorte. Mais je préfère rebondir sur ce que vous dites là, parce que dans votre roman, quelque part, vous dites, bah, là, c'est pas l'assommoir, mais c'est l'assommoir totalitaire. Et puis, il y a une suradministration qui dirige le pays. Vous dites que c'est pas les ministres qui gouvernent, mais c'est les directeurs de cabinet. Et vous dites une phrase que je C'est trouve vrai. intéressante, c'est toujours une loi qui veut votre bien, qui vous tumifie, puis vous... zut, j'arrive pas à me relire. Puis vous... Faut en vous... l'air votre vie. Oui. Ouais, ouais, en quelque Euh, sorte. euh, bien, bien Vous, sûr qu'on est vous dans un parlez de la monde. course absurde. Bien sûr qu'on a atteint le maximum de Kafka en ce moment. Je veux dire, tout le monde sait, pour prendre. Si vous voulez un rendez-vous avec Pôle emploi, ça se prend sur Internet. Mais qui a eu cette idée de givrer? Je veux dire, il y a forcément une partie de la population qui est la plus fragile, qui ne peut plus payer son abonnement. Il y a une grande partie de la ruralité qui est en edge. Vous savez, lorsque vous baladez avec votre téléphone, vous n'avez pas assez de réseau. Il y a marqué eux. Mais il y a des gens qui vivent là. Et bien, tout est fait pour un citoyen imaginaire, mais pas pour eux. Mais pour parler concrètement, Alexandre Jardin, parce qu'il y a un fait qui est intéressant dans ce qu'on évoquait au début, c'est que vos zèbres, en quelque sorte, à un moment, ils ont endossé un gilet jaune à cause d'une loi, en fait, sur le prix du diesel. À cause d'une confrontation entre des éthiques différentes. Et c'est ça ce que montre le roman français. C'est qu'on est dans une situation tragique parce que les gens qui s'affrontent en ce moment en France ont des éthiques incompatibles. Les gens qui voulaient augmenter le prix du diesel, ils voulaient le faire au nom de l'écologie, au nom de la planète, donc au nom du bien. Et au nom du bien, ils envoyaient dans le décor les classes populaires. Et évidemment, les gens, sur les ronds-points, ont dit, mais vous êtes... Enfin, est-ce que vous voyez qu'on existe, qu'on existe? Et donc, vous êtes dans un déni de notre réalité qui est d'une violence absolument inouïe. Et les autres pensaient à la planète, aux ours blancs. Ils pensaient à la couche d'ozone. Or, la situation est tragique parce que les France incompatibles, la France rurale, la France des banlieues, la France des centres-villes, des métropoles, ont aujourd'hui développé, et c'est ça que je montre dans le roman, des éthiques nous avons des sens du bien et du mal qui ne coïncident plus. Et à partir du mal, ça cogne. Alors justement, Ça moi, ce que je trouve cogne, intéressant, ouais, et d'ailleurs, tous les parce débuts que de l'intérieur des élites des Gilets jaunes, et c'était honteux, d'incompréhension. Paris ne comprenait je, avec bonne foi. je, vous m'entendez bien, Alexandre Kévich Jardin, parce que soit je ne de sais pas si cette on vous entend. France-là, de cette France qu'on ne comprend pas. J'ai- Ouais, Alexandre Jardin, c'est très haché, la manière dont on vous Je entend. vous entends. Et- Vous ouais, m'entendez? mais est-ce que ça vous embête de vous reconnecter parce que là, vous dites des choses assez importantes et c'est complètement haché. Est-ce que ça vous dit de couper et de Et vous là, reconnecter? Ça prendra juste 2 secondes. Allô? d'accord. Alors, si vous suivez ce livre en live numéro 8, ne vous inquiétez pas.
Alexandre Jardin revient dans quelques secondes. On a préféré arrêter la connexion qui n'était pas très bonne pour la reprendre. Et il sera là dans 2 secondes. Donc on parle de Française d'Alexandre Jardin, à désobéir ensemble à la bêtise du monde. Et on en était un petit peu à la réalité d'une France qu'on a dit périphérique, qui concerne, selon Alexandre Jardin, 66 millions de Français qui vivent Ouais, en voilà. dehors. Ah bah ouais, mais vous Ouais, n'êtes pas dans le bon sens du coup, Alexandre Jardin. ça va revenir. Ah non, là, Attendez, ah non, mais... ça va. Ça y est. Donc, je disais, pour faire patienter les gens, et j'aimerais bien vous réentendre sur ce que vous venez de dire, que votre roman, en fait, parle un petit peu, et vous le dites vous-même, des 66 millions de Français qui vivent en dehors du périphérique parisien. Ben, en dehors du périphérique, Ouais. Mais on n'a pas c'est-à-dire de beaucoup... la France. Ouais. Je n'ai Le, pas entendu. On n'a pas bien entendu ce que vous avez dit avant sur... Alors, moi, j'ai compris, même haché, parce que j'avais déjà discuté avec vous et j'ai lu votre livre, mais je pense que vous avez parlé un petit peu d'un mépris parisien, d'une violence comme réponse à une réaction de 2 réalités différentes. Est-ce que vous voulez revenir un peu là-dessus ou on avance et puis vous allez en reparler dans Oui, le... non, en 2 mots, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire Française. C'est que tous mes engagements associatifs et mes engagements auprès des maires ruraux, enfin, l'ensemble de mes engagements pendant une vingtaine d'années, euh, m'ont fait vivre, non pas en touriste, comme quelqu'un qui agit avec les autres, et m'ont fait vivre à travers le territoire français, et notamment dans cette France que Paris ne voit même pas, ne soupçonne même pas. Pendant des années, je ne comprenais pas comment le gros des classes populaires françaises continuait à jouer le jeu. Et parce que je voyais tellement de situations aberrantes. Je participais par exemple à une réunion de maires ruraux dans l'Yonne, et il y avait un représentant de l'État qui annonçait que les communes devraient communiquer financièrement avec l'État par un site internet. Et tout à coup, au dernier rang, les, les gens qui étaient là disent: d'accord, mais qu'est-ce qui est prévu pour nous parce qu'on n'a pas internet, on est dans une zone blanche. Et le représentant de l'État leur répond que la République est une, grande et indivisible, et que donc ils paieront des pénalités. Les 200 maires se sont mis debout. Foudrage. Mmh. Ils avaient l'impression que Paris se foutait de leur gueule. Et c'était vrai que Paris se foutait de leur gueule. Ne les écoutez pas. Donc j'ai vécu toutes ces scènes qui étaient pré-gilets jaunes. Donc au moment où c'est arrivé, je ne parle pas de la fin du mouvement des Gilets jaunes, mais dans sa phase populaire, au début, quand tout à coup cette France a essayé de dire des choses, et que je rencontrais beaucoup de gens, j'en ai croisé beaucoup, peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas grand monde dans Paris et qu'ils cherchaient des numéros de téléphone pour joindre des médias, etc. Et, et, et lorsque je racontais ce que je vivais euh, 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 au microcosme parisien, ils me regardaient comme si j'avais dîné avec des nazis. Donc, je me disais, mais vous avez perdu la tête. Ce sont simplement, ce sont des Français, c'est-à-dire qui ont de vrais problèmes de classe populaire, et qui Ouais. essayent de dire des choses extrêmement importantes. Il y a un peu... Et, et on les Allez-y. jugeait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il y a un personnage dont j'ai pas parlé quand on a parlé de Kelly Franker, parce que c'est pas un personnage de la famille, mais ça pourrait être, enfin, je laisse le suspense pour les lecteurs, un amant hypothétique de Kelly Franker, c'est Pierre Esprit, qui est un journaliste parisien. Et là, je trouve que dans le livre, il y a une lettre absolument confondante que Pierre Esprit adresse à Kelly, qui dit justement ce mépris, en fait. Comment sont considérés ces gens qui, Pierre, quelque part, à un moment, manifestent et essayent de dire quelque chose? Pierre Esprit, c'est un journaliste parisien, c'est un ancien provincial. Donc il connaît les deux mondes. Et il a pris son parti d'un système aberrant en se disant de toute façon on ne pourra pas le changer. Donc il fait le choix du cynisme. Et en même temps, comme il est fou amoureux de cette fille, quoi, il est complètement fasciné par elle, il est renvoyé à sa part de vérité.
parce que c'est une femme question, ça vous pose des questions. Une femme question, ça ne vous fiche pas la paix. Tant qu'il est fasciné, elle le renvoie à sa sincérité, comme toutes les femmes importantes. Et vous allez voir que dans le tome 2, il prend une place considérable. Alors, justement, ce Je suis en Thomas, train d'écrire. vous nous l'avez dit au début, ce Thomas, ça serait en quelque sorte de la colère à la révolte, de la baffe au Ouais, marteau. ouais. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire dans le tome 2. Parce que notre pays reste génial. Ouais, mais Mais vraiment génial. il suffit pas d'envoyer des petites choses comme ça, Alexandre Jourdain, il faut en dire un peu plus. Vous allez voir que ce qui est extraordinaire avec la société française, c'est qu'au moment où on la sent coincée, euh, euh, elle est d'une créativité absolument débordante. Mais débordante. Elle Est-ce invente des modèles économiques. est-ce que je peux citer une phrase enfin, moi, au-delà justement de l'expression de la violence, au-delà d'une mauvaise manière d'exprimer les choses, moi, j'ai retenu une phrase que je trouve très belle. Le peuple aspire au sublime quand il parle de sa fatigue. Quand il parle de... Sa fatigue. Oui, bien sûr. Mais pour moi, vous voyez, vous sortez une phrase. Mais pour moi, j'ai été profondément bercé par l'œuvre de Victor Hugo. Et ce que j'ai appris chez cet homme, c'est qu'il y a autant de vérité chez Jean Valjean que chez Javert. C'est-à-dire qu'il montre tout le monde, il comprend tout le monde au sens de il prend tout le monde. Et c'est ce que, avec mes petits moyens, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire de comprendre l'ensemble d'une société, de montrer. Je ne suis pas d'accord avec tous ces personnages, mais ce n'est pas la question, ils existent. Ils existent avec leur vérité, avec leur noblesse, leur beauté, leur veulerie, leur tentative de, de participer au roman français. Bah, Et ce que alors, je trouve extraordinaire pour un écrivain, c'est que l'histoire est en train de redémarrer. C'est-à-dire que c'est le moment où l'histoire de France redémarre, puisqu'on recompose notre identité. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que Paris ne le voit pas, parce que ça se passe dans les territoires. Ça se passe en Vendée, ça se passe en Normandie, euh, ça se passe dans les territoires. Le renouvellement de l'identité française, le renouvellement de la créativité sociale, associative, municipale. Là, on vient de vivre la crise du Covid. Tout le monde sait très bien que l'État a merdé. Tout le monde l'a vu. Et le pays est parvenu à traverser cette crise parce que les communes, les départements et les régions se sont mobilisés. C'est dans les communes qu'on a monté des ateliers pour fabriquer des masques, parce que les masques n'arrivaient pas. Et il y a un nombre considérable de communes qui ont fait l'impossible pour pouvoir importer des masques parce que l'État n'y parvenait pas. Il y a donc eu un regain de légitimité. Et si vous regardez de très près, il y a un nombre considérable de maires qui ont été élus avec des scores de dingue. Regardez le score je ne connais pas le score exact, mais le maire de Cannes s'est comporté en chef de guerre absolument incroyable, mais incroyable. Il a tout de suite réquisitionné le palais des festivals, il a mis les SDF, ils ont lancé des ateliers de fabrication de masques, des systèmes de livraison à domicile qui incorporaient les libraires. Les libraires à Cannes ont continué à travailler avec le système municipal. Je veux dire, ce territoire a été débordant de vie, de culot, d'audace, tout le contraire du 20h. Vive la sociale, Alexandre Jardin, donc un récit commun, un récit du nous. Cette petite phrase, pour moi, elle n'était pas qu'anecdotique, hein, parce que je la trouve très belle par rapport à tout ce qui est dit. Et en tout cas, je saisis l'occasion que vous parliez de Hugo, parce que vous dites à un moment aussi que, dans une interview que j'ai pu lire, que Les Misérables, c'était le modèle. Et puis souvent, dans le roman, vous opposez Stendhal et Hugo, et vous dites, pas la brise de Stendhal, mais les embruns d'Hugo. Et votre héroïne, corsetée par le littré, est romantique. Ah, c'est une vraie Jusqu'au bout des romantique. ongles. Oui, c'est une vraie romantique.
avec des appétits physiques inouïs, mais comme une grande vivante. Mais elle est d'un romantisme que j'espère hugolien. Elle, elle a, elle a des fringales de vie. Mais Elle au-delà, est... et là, c'est bien ce que vous dites parce que c'est bien de revenir peut-être à cette question de l'idéalisme chez vous et chez votre héroïne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'intéresse dans son rapport à la littérature, c'est qu'elle veut quelque chose de plus vaste. Et il y a une métaphore qui est marrante à un moment. Vous dites que bon, ça va 5 minutes de vivre des nouvelles en quelque sorte, mais on est appelé à vivre un grand roman en quelque sorte. Et là, il y a un flou, comme souvent dans vos romans, entre le roman et le récit, et la littérature et la vie. Ah oui, elle veut appartenir à la littérature. Elle est prof de français. Hein. Elle a grandi sur les quais de Cherbourg, dans les troquets populaires, mais elle est prof de français. Elle est fille de Victor Hugo. Elle veut participer à la dimension romanesque de la vie. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. C'est-à-dire, je me dis qu'on ne peut pas vivre dans un pays si nous n'avons pas de roman commun. Et donc, dans Française, j'ai essayé de faire rentrer le roman des élites, le roman des banlieues, le roman de la ruralité. Tous ces romans qui aujourd'hui n'arrivent plus à se parler, à se répondre. J'ai essayé de les faire chanter ensemble à l'intérieur d'un roman. Et comme il faut beaucoup d'espace, c'est pour ça que je suis en train d'écrire la suite. Euh, Parce que l'évolution de ces personnages m'intéresse encore plus que ce qu'ils sont. Mhm. Parce qu'on est dans un moment fécond. On est dans un moment tout à fait extraordinaire. Un journaliste parlait de pamphlets romanesques, quand un autre disait, enfin, quand vous répondiez roman familial, quand un autre disait fantaisie érotico-politique. Donc, un roman de plusieurs, dans plusieurs registres. Il y a une question d'Anne-Sophie. Je trouve que l'ambiance du livre tranche avec celle des précédents. Changez-vous de style et c'est un roman optimiste. C'est un roman furieusement optimiste, mais combattant. Cette fille se bat pour vivre, pour exister. Mais c'est vrai que j'inaugure avec Française une troisième partie de ma vie. C'est la première fois que je suis complètement aligné avec l'homme que je suis dans la vie. C'est la première fois que j'écris de la littérature qui est alignée avec ma façon de respirer avec les autres. Euh, euh, L'auteur du Zèbre et de l'île des Gauchers, il est mort. Ensuite, il y a eu un autre écrivain qui a écrit des livres familiaux, et aujourd'hui, il y en a encore un troisième. Mais vous savez, il y a, et je dis ça sans aucun jugement de valeur, mais il y a pour moi deux types de créateurs qui n'ont rien à voir. Il y a les gens qui vont très très loin dans une direction et qui font leur chef-d'œuvre. Prenez Proust, Céline. Bon. Et puis, et puis vous avez des créateurs qui sont dans une perpétuelle renaissance d'eux-mêmes, dans la perpétuelle création de leur être. Victor Hugo, au début de sa vie, n'est pas du tout Victor Hugo à la fin de sa vie, même politiquement. Picasso continue à naître. Celui de la période bleue n'est pas le cubiste, n'est pas celui de la suite. Spielberg continue à naître. Il peut faire E.T., la liste de Schindler, les dinosaures. Et bien, c'est cette famille-là qui me subjugue et qui m'intéresse. Mais ce n'est pas un jugement de valeur, hein, parce que évidemment que Proust, il n'y a qu'un seul Proust, mais tant mieux d'ailleurs. Mais je veux que j'aime que l'aventure artistique soit l'aventure de la création de soi. Il y a beaucoup de faits d'inspiration du réel dans votre livre. Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est aussi le Victor Hugo des choses vues? Oui. Oui, parce que dans les choses vues, on voit bien qu'il y a plein de Victor Hugo qui se mêlent. Il y a à la fois un homme ultra sensible, il y a l'homme totalement engagé, il y a parfois un homme de droite et parfois un homme de gauche. Il comprend toute l'humanité.
Et est-ce que c'est aussi le... Parce que on a peu insisté sur ce fait-là, mais Kelly Franker est une grande amoureuse, une grande passionnée. Est-ce que c'est aussi le roman des cœurs courageux, des cœurs en dehors, comme vous le dites? Oui, ça m'intéresse, l'aventure amoureuse. Mais qu'est-ce que Euh, vous entendez Ça par... m'intéresse de parvenir à aimer. Qu'est-ce que vous entendez par cœur en dehors? Parce que j'aime bien cette expression. C'est un cœur qui se contient pas. Oui, 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 elle veut réussir à aimer. Elle veut y parvenir envers et contre tout, alors qu'elle est placée dans une situation sociale où c'est quand même extrêmement compliqué, hein. Euh, et puis elle s'autorise à aimer. Et quand, in fine, alors qu'elle est raide folle du mari de sa sœur, elle va finir par le croquer, Kelly est quand même ingérable. Ah, elle répond- Mais j'aime les héroïnes qui sont insupportables par moments. vous dites qu'elle va finir par le croquer, mais c'est un peu lui qui craque. Oui, mais enfin, elle le motive, on va dire. Les gens Il y a toutes sortes de découvriront. scènes où quand même elle y va, quoi. Oui. Il y a une question de Sébastien. Imaginez-vous française au cinéma? Alors moi, quand je lis cette question, je me dis, il faudrait que ce soit une fiction doc. Alors, peut-être un jour, lorsque j'aurai terminé enfin, les romans, Vous, plutôt une série. vous en imaginez combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vois bien que le roman français évolue en ce moment-là. En ce moment. Là, là, tout de suite, pendant qu'on parle. Je veux dire, l'épreuve incroyablement romanesque de la crise Covid a été un révélateur absolument inouï des dysfonctionnements de l'ensemble d'un système. Où tout à coup, on a vu le corps médical reprendre le pouvoir à l'intérieur des hôpitaux contre les administratifs. Tout à coup, on a vu les territoires faire le boulot de l'État. Tout à l'heure, je parlais de Cannes. Ça a été extraordinaire. Ça a été la municipalité qui fournissait en masque la police nationale. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait un renversement, tellement le système était dysfonctionnant. Tout à coup, ça repartait d'en bas. Ça repartait des territoires. Euh, Ça a été un très grand moment romanesque aussi. Ouais. Donc, je ne sais pas combien il y en aura. Pour l'instant, j'écris le Du, tome 2. du coup, ne pas pouvoir faire la promotion de votre livre vous permet de continuer la série. Ben oui, j'étais bloqué. Je La fais la belle, promotion des masques pendant ce la, temps-là. la belle excuse. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais en fait, t'es fou, occupe-toi de ton roman. J'ai dit, mais non, de toute façon, on ne peut pas, donc faisons des masques et Alexandre, trouvons des renforts pour les hôpitaux. On parlera de littérature après. il y a encore une question. Vous avez remarqué, les gens sont sages hein, quand même. Vous avez lancé un véritable appel à vous déranger et pour le moment, ils se comportent plutôt bien. Anne-Olivier, bonsoir Alexandre Jardin. Il y a de la romance, une forme de communication et de l'aventure. Et en parallèle à la réalité de notre société, et vous dites de Kelly qu'elle est sage dans son impudence. Mais est-elle calculatrice pour autant? Non, elle n'est pas calculatrice. Elle a toutes sortes de défauts, elle en a plein, hein, énormément. Pas tant que ça, pas tant que ça. Mais elle est trop entière pour calculer. Elle est vraiment trop entière. Il y a une scène où j'adore son comportement, le jour du mariage de sa sœur avec cet homme dont elle est folle, elle le coince dans un cellier et elle s'offre à lui. Et, et elle soulève sa jupe, elle veut être prise, elle veut l'embarquer au bout du monde. Évidemment, cet homme va dire non, puisqu'il est en train de se marier, et elle le gifle. Elle le gifle, hein, elle l'injurie tout de suite. L'homme s'en va, et il y en avait un autre qui était caché derrière un tonneau, qui se lève et qui applaudit, et qui sera son amant plus tard. Je trouve qu'on a- Elle est emportée par sa propre nature. Mais qu'est-ce qui fait qu'autant de femmes s'empêchent d'exister? Je ne sais pas. Euh, Le- le- le-
J'espère que Kelly mettra le feu. Va, va mettre le feu. Comme il n'y a pas de questions qui dérangent, moi j'aimerais en poser une à travers vos deux personnages, Didier Dulac et Pierrot. Finalement, et puis peut-être Cindy, puisque en fait, vous dessinez hein, quelques mots importants de cette société. Et Kelly, alors on l'a compris, elle n'est pas calculatrice et je ne l'avais pas vue comme ça. Par contre, je la trouve universaliste. Et en fait, les hommes qu'elle aime, en fait, vont parfois et même sa sœur qu'elle adore, vont être confrontés à une pensée religieuse, en fait, qui sape un petit peu notre société et dont on a du mal à parler dans les médias. C'est-à-dire que quand on parle de ça, c'est Zemmour qu'en parle, mais en fait, il y a d'autres gens qui ont d'autres choses à dire sur l'islam radical. Et ce que ça fait à notre pays et ce que c'est en train d'engendrer. Euh, alors, pour moi, c'était extrêmement important d'en parler parce que dans la tentation islamiste, pour une partie des classes populaires, pas forcément d'origine musulmane, euh, il y a une proposition romanesque très forte, très intense, au moment où le roman national ne propose plus grand-chose. Au moment où être français, on a du mal à en faire une aventure collective. On a du mal à en faire une émotion qui prend les tripes, quoi. Mhm. Et, alors qu'on voit bien que dans la tentation islamiste, il y a quelque chose de prodigieusement romanesque, prodigieusement intense, absolu. Euh, 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 et, et, et lorsque j'écris française, c'est aussi pour refaire du grand roman français, c'est-à-dire de redonner envie de participer à un pays génial, qui est profondément de culture citoyenne. Et vous voulez dire, Et c'est vrai qu'après la fin du tome 1, vous allez voir ce qu'ils vont en faire. mais vous voulez dire aussi un pays dans lequel Kelly Franker, donc croqueuse d'hommes, femme libérée en quelque sorte, peut aussi vivre sa sexualité, son désir, ses passions comme elle l'entend. Ah, mais elle est au-delà du féminisme. Elle y va. Je veux dire, c'est impossible on ne peut pas l'empêcher d'exister. On ne peut pas Rien. l'empêcher d'exister. Ni les contraintes économiques, ni il n'y a rien qui l'empêche d'exister. Même quand elle est coincée, même quand elle perd pied, même quand elle fait n'importe quoi, elle finit par. Euh, J'adore les femmes comme ça. Vous dites que Euh, l'idée du titre vient d'une femme, je crois, non? Votre femme? Française. Pardon, ça a coupé. Vous dites que le titre du livre Française vient d'une femme, de votre femme, je crois. Euh, euh, je n'ai pas compris. Vous faites allusion à la femme que j'aime. J'ai rien dit de mal, je vous assure. Non, je parlais du titre, j'ai parlé du titre de votre roman, Alexandre Jardin, et je crois que c'est elle qui Oui, vous a proposé ce titre. pardon, ça coupe. Je ne comprends, Ah, mais je n'entends pas la question. on va pas y arriver, hein. Euh, Si, j'ai si, j'ai cru, redites-la et je vais éructer ensuite. j'ai cru lire quelque part que c'est votre femme qui vous a suggéré ce titre. Oui, oui, le Ah, titre n'est pas de moi. de votre femme. Le titre est de la femme que j'aime à la folie. Et qui est asiatique et D'accord, française. d'accord. Et alors, du coup, vous avez changé d'éditeur pour ce livre-là. Vous étiez chez Grasset avant, hein, quand même, depuis de nombreuses années. C'est un projet donc avec Albin Michel. Comme vous avez commencé à écrire le tome 2, vous envisagez le tome 2 pour l'année prochaine Oui, 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 oui. Pour l'année prochaine. Et puis c'était très important de vivre ça avec une maison d'édition populaire, au sens le plus noble du terme. Euh, il y a un vrai problème dans une partie du cœur du monde éditorial parisien. Euh, merde, à un moment donné, les classes populaires ne sont pas accueillies là-dedans. Le, 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 ou alors il faut faire une sorte un peuple sur mesure. Euh,
Il Ça a faut des déjà très été pauvres, il faut des, mais pas les classes moyennes. Ça, il faut pas les montrer. Ils sont pas bien. C'est insupportable. C'est insupportable ce mépris. Et c'est vrai que dans l'aventure éditoriale avec Albin, Michel, il y a eu ce deal, c'est-à-dire on ouvre dans ma vie une troisième époque. Mmh. Euh, de rabelaisienne, de truculente, populaire, euh, avec Mais des ça personnages. mais ça veut dire une autre manière d'en faire la promotion? Je ne sais pas très bien comment la promotion se fait des livres. De, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Je pensais me faire injurier partout et à ma grande stupeur, elle m'a tressé des lauriers. de, de, C'est vrai, Paris Match, Elle Magazine? oui, et plein d'autres canards. Euh, alors, je m'attendais un peu plus à ce que la presse régionale soutienne française, ce qui a Mmh. été vraiment le cas. Ouais. Mais je ne m'attendais pas à avoir une presse enthousiaste comme ça. Je pensais qu'on allait me pendre. Vous avez déjà des retours de lecteurs? Oui, mais énormément, énormément. C'est chaud, c'est virulent, euh, on reste le pays de D'Artagnan, le pays de Cyrano, le pays je veux dire, où le monde populaire français, il se retrouve chez un dingue comme Depardieu. De, de, euh, mais je dis Ouais, ça mais parce que, c'est vrai que Depardieu pourrait être le pendant masculin de Kelly Franker. ah ben oui, oui, de Arletty aurait fait une géniale, une géniale Kelly. Ou jeune, je ne sais pas, euh, Simone Signoret jeune aurait été génial. Pour finir, Alexandre Jardin, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur la pratique de Kelly, c'est la gifle. Euh, D'avoir le courage de donner une gifle, de tarter ce qui vous emmerde. Enfin, j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu plus, parce que la gifle, c'est quand même quelque chose d'assez direct, d'assez humiliant, d'assez... C'est une violence quand même. Parlez-moi un petit peu de ça. Mais la Comment c'est littérature, venu ça ne veut vous pas dire que j'incite les gens à le faire dans le monde réel. Ça veut dire que la littérature, c'est l'endroit de la liberté. Et qu'est-ce que symbolise la gifle pour vous? Qu'est-ce qui fait J'aime, j'aime qu'elle ose. Mhm. J'aime qu'elle ne soit. Il y a en nous, il y a une partie de nous qui n'ose pas dans la vie. Ce qu'elle vit là, dans cette queue, dans un supermarché, quand on est confronté au racisme ordinaire. Mais c'est tellement moche, c'est tellement bête. Qu'est-ce qui nous retient? On, Elle n'est pas retenue. Elle y va. Et puis ça la fait jouir, elle est contente. on va suivre les faits divers de près, Alexandre Jardin, voir s'il n'y a pas une épidémie de gifles en France suite à la parution de votre roman. Je vous remercie énormément et c'était pas la dernière, pas le dernier livre en live, mais en tout cas cette expérience qu'on a voulu de faire se rencontrer un petit peu les auteurs qu'on ne pouvait pas faire venir dans les librairies. Donc on a créé ce livre en live pour retrouver quelques auteurs. Et vous êtes le dernier auteur qu'on reçoit avant de passer à la période estivale. Il y aura un livre en live un petit peu exceptionnel le 15 juillet, où là, ça sera tous les libraires de Citre et Furet qui donneront leur coup de cœur d'été. Donc, Génial. On va si vous tous manquez, regarder. si vous manquez d'idées de lecture pour l'été, c'est le moment. Et puis, comme vous parlez d'une héroïne un petit peu musclée, il y a un autre éditeur qui a sorti un livre avec une héroïne un petit peu musclée ces derniers temps. C'est Mauvaise Graine de Nicolas Jaillet à la manufacture de livres. Donc, pour ceux qui aimeraient ce genre d'héroïne, je conseille aussi ce livre. Il ne s'affiche pas, c'est dommage, parce que les gens auraient vu le magnifique bandeau qu'a fait Manufacture de livres sur ce livre, mais je ne sais pas, ils ne veulent pas mettre le livre. Allô, Mauvaise Sébastien, graine. si tu m'entends, Mauvaise Graine de Nicolas Jaillet. Peut-être que Sébastien s'est endormi pendant le livre en live, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, Oui, il Mauvaise est en train Graine, de courir derrière une Kelly. peut-être qu'il a rencontré une Kelly pendant l'entretien. Alexandre Jardin, merci beaucoup. Et, Merci. et ben, peut-être on se verra pour le tome 2 alors, de cette comédie humaine.
dans un an, quand peut-être les choses seront revenues un petit peu dans l'ordre? J'écris comme une brute. Merci Alexandre Jardin. Merci.